Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, enfin, merci Maria pour cette introduction très inspirante et passionnante et merci à vous pour l'invitation. Donc, je suis vraiment ravie d'être ici, particulièrement à cette conférence que j'affectionne tout particulièrement parce qu'elle est à destination des étudiants, mais également ouverte sur le monde. Elle participe donc à une des missions essentielles de l'université, qui est la diffusion des savoirs en son sein, mais aussi extramuros. Et qui plus est, l'attention que vous portez particulièrement dans ce cycle de conférences aux questions complexes et au fait de les envisager, aux questions complexes en matière environnementale et le fait de les envisager de façon transversale. Donc vraiment, merci beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, la thématique en est un bel exemple. Et donc, je suis ravie de participer à cette conférence. Je vais partager tout de suite mon écran en espérant que vous verrez directement le diaporama. Voilà. Est-ce qu'on peut juste me confirmer que c'est bien, qu'on voit mon diaporama? Oui, c'est très bien. Parfait. Donc voilà, alors j'ai intitulé aujourd'hui mon intervention « Les émotions et l'environnement en interaction ». Alors, comme l'a introduit Maria, je ne suis pas du tout spécialiste de la question environnementale au sens de sémantique qui est le vôtre, mais plutôt l'environnement qui entoure l'enfant, qui entoure l'individu, et donc l'interaction entre les émotions que l'individu ressent, les émotions que l'enfant va ressentir, ou l'individu adulte, et les interactions avec son environnement. Donc, c'est en ce sens ici qu'il faut le voir, mais évidemment, je vous laisse interpréter et réaliser des métaphores qui vous sont propres et interpréter une translation de ces termes au contexte de la conférence en particulier. Alors, la première chose qui me semble importante à dire sur la question, c'est de vous présenter l'hypothèse universelle qui a été longuement étudiée dans la littérature, notamment par Ekman, mais également depuis, il y a très longtemps de ça, même déjà par Darwin, qui proposait que nous naissons tous et toutes avec des prédispositions innées nous permettant d'exprimer et d'interpréter 6 émotions fondamentales. Alors, voici ces émotions. Donc, on a la joie, la colère, la peur, la surprise, la tristesse et le dégoût. Il y a un certain débat autour de la question du dégoût, mais de manière générale, ces 6 émotions sont présentes à travers les espèces. On peut déjà le remarquer, c'est pour ça que je vous ai mis ici des images d'enfants très très jeunes, et on voit qu'effectivement, dès leur plus jeune âge, les bébés sont capables d'exprimer ces émotions variées. Bien souvent, ce qu'il faut savoir, c'est que les chercheurs en psychologie cognitive ont montré depuis maintenant un certain nombre d'années du point de vue comportemental, mais également grâce à des techniques d'imagerie cérébrale, que ces émotions sont souvent exprimées de façon automatique, c'est-à-dire sans au départ qu'on ait un certain contrôle sur l'expression de ces émotions. En tout cas, ce contrôle au départ n'est pas naturel et qu'un certain nombre de ces émotions peuvent également être exprimées de façon tout à fait inconsciente. Elles sont également, même si on a des prédispositions, même s'il semblerait qu'on ait des prédispositions innées pour exprimer et interpréter ces émotions, il faut savoir qu'évidemment, elles sont influencées par la culture et les apprentissages et donc par l'environnement. Et donc, c'est vraiment sur cet aspect que je vais essayer de vous introduire aujourd'hui, c'est-à-dire les boucles de rétroaction que nous avons entre, d'une part, les émotions qui vont influencer notre comportement dans notre environnement et l'impact que peut avoir l'environnement sur la gestion de nos émotions. Alors, on va commencer par voir comment les émotions vont influencer notre comportement et nous permettre notamment de nous adapter à notre environnement. Donc, je vous ai donné ici quelques exemples, et notamment un de ceux qui est le plus évident et le plus discuté dans la littérature, qui est cette idée que les émotions vont nous protéger face à une situation, vont nous permettre de nous protéger en nous permettant de réagir face à une situation dangereuse, nous permettre de nous y adapter. Donc, par exemple, si on prend la peur, le dégoût, la surprise, eh bien, elles vont nous permettre de réagir par la fuite, l'évitement, l'alerte, la colère qui va nous permettre de nous mettre en état de combat. On pourrait se demander ici en quoi la tristesse et la joie vont nous permettre de gérer des situations dangereuses
comment est-ce que d'un point de vue phylogénétique, ces émotions pour lesquelles on aurait certaines prédispositions innées ont un lien avec cela, eh bien, on peut aisément imaginer que le fait d'être joyeux va nous permettre de lutter contre l'isolement social et également la tristesse permettre de nous rattacher à un groupe social et d'exprimer cette émotion, ce ressenti qui va nous rapprocher des autres. Alors au niveau du cerveau, et ça a on parlera tout à l'heure de l'importance des métaphores, de l'importance de la culture pour gérer justement ces émotions. Eh bien ici, je pense que le fait de se représenter au niveau du cerveau comment ces émotions sont gérées est une sorte d'image, de conceptualisation, de visualisation de comment tout ça peut se passer au niveau humain. Donc, ici, vous avez une coupe du cerveau et vous voyez, voilà, ici, la couche extérieure du cerveau. Hein, vous avez le nez, la bouche et puis l'arrière du cerveau ici. Et vous voyez ici l'avant du cerveau qu'on va appeler le cortex préfrontal. Et ici, vous avez tout petit, ancré très profondément à l'intérieur du cerveau, ce que l'on appelle l'amygdale. Et juste derrière, rattaché justement à l'amygdale, l'hippocampe. Alors, ce sont des termes un petit peu, vous allez me dire qu'on n'a pas besoin de retenir, mais ce qui a toute son importance, c'est de constater qu'une grande partie de nos émotions, de notre réactivité émotionnelle, va être drivée par cette région, cette toute petite région qui s'appelle l'amygdale et qui pourtant est extrêmement puissante, extrêmement active chez l'enfant. Elle va nous permettre de comprendre pourquoi l'enfant a ces réactions parfois démesurées, très impulsives. Et au fil des âges, on va voir que la réactivité de l'amygdale face à des stimuli émotionnels va progressivement diminuer. Pourquoi? Parce que cette amygdale, la réaction de cette région du cerveau, va être fortement contrôlé, géré par notre cortex préfrontal, donc par l'avant du cerveau, qui va jouer un rôle de régulateur des émotions. Alors, je vous ai mis ici, donc l'amygdale joue un rôle important dans la perception et l'expression des émotions, un rôle central. Elle est en interaction étroite avec l'hippocampe, qui se situe donc juste derrière elle. L'hippocampe, qui est une région centrale dans les apprentissages, dans la mémoire. Je vous ai mis ici un exemple de l'importance des interactions entre ces deux régions. Donc, on sait que les émotions, vous le savez vous-même, vont avoir un impact important dans notre capacité de mémoriser les faits. Par exemple, vous allez probablement tous être capables de vous souvenir de où vous étiez, du contexte dans lequel vous étiez au moment où vous avez appris, voire découvert online les attentats de Paris ou les attentats du 11 septembre. Eh bien, pourquoi? Parce que cette émotion est associée à un apprentissage et donc vous vous souvenez mieux de ces faits. Comme je le disais, l'amygdale est en interaction étroite avec le cortex préfrontal, le cortex frontal donc, qui est ici. Et c'est sous cette influence que les émotions vont avoir un impact sur notre comportement, sur notre prise de décision. C'est pour ça qu'ici, il est écrit « decision making ». C'est vraiment cette idée que l'amygdale va influencer nos comportements, soit en termes de motivation, donc dans un sens positif, nous permettre d'œuvrer à certaines tâches parce qu'on a cet élan émotif, et à l'inverse, que ce soit pour des raisons positives ou négatives, inhiber certaines de nos actions, soit parce qu'on a peur d'une situation, mais également pour se protéger face au danger. Et donc, tout cela va pouvoir être réalisé grâce aux interactions entre ces trois régions du cerveau. Alors, il faut savoir que notre cerveau est extrêmement précablé pour réagir au danger, pour réagir face à la peur. On l'observe dans nos études, et je vais vous montrer ici quelques exemples. On l'observe de façon très claire dans les études. Donc ici, je vous présente une étude récente d'une des personnes de notre laboratoire, Julie Bertels, qui montre chez les bébés, donc on a enregistré l'activité cérébrale de ces bébés, et ce qu'elle montre, c'est que les bébés auraient des prédispositions innées pour détecter en priorité
des stimuli dangereux. Donc, je vous laisse deviner, bien que la grenouille puisse être dans un certain cas dangereuse, le serpent l'est bien plus. Et donc, les bébés, dès leur plus jeune âge, sont capables de détecter en priorité des serpents par rapport à d'autres animaux. Le fait que le circuit du danger est extrêmement présent et précablé dans notre cerveau s'observe ici dans une autre étude où on a présenté des visages fâchés et des visages contents à nos participants qui étaient dans un scanner. Donc, on regardait l'activité cérébrale à travers le temps quand on leur présentait des visages fâchés ou des visages contents. Et toutes ces régions qui s'activent ici dans le cerveau sont des régions qui spécifiquement vont s'activer quand on est face à un stimuli négatif, donc face à un visage fâché. L'inverse ne se présente pas. C'est-à-dire que quand on regarde l'inverse, on ne voit pas de réseau spécifique bien précablé qui s'activerait plus fort pour les émotions positives. C'est surtout pour les émotions négatives que l'on observe cela. Évidemment, il se passe toute une série de processus dans notre cerveau quand on voit des visages contents, mais encore plus fort et bien spécifique dans le cadre de la perception de visages mécontents. Alors, donc ça, c'est vraiment pour vous expliquer à quel point nos émotions vont nous permettre de réagir dans notre environnement, soit dans un sens de motivation, soit d'inhibition de nos comportements. Et fort heureusement, l'environnement, lui, va également influencer nos émotions, nos réactions émotives. Donc, c'est vraiment, au sens de ce que je présente ici, une boucle de rétroaction entre nos émotions qui influencent l'environnement et l'environnement qui est capable d'influencer nos émotions. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que même si c'est un peu schématique, il y a vraiment cette idée au niveau cérébral de boucle d'action entre l'amygdale qui va influencer nos actions à travers le cortex frontal, mais à l'inverse, le cortex préfrontal, donc on a toute une série d'évidences dans la littérature qui suggèrent que le cortex préfrontal va jouer un rôle dans la régulation de nos émotions en tempérant, en régulant la réactivité de l'amygdale et donc ces émotions brutes. Donc l'environnement va jouer un rôle crucial dans la régulation de nos émotions de fuite, d'angoisse et donc nous permettre notamment une certaine forme de résilience. Alors, dans le domaine qui est le mien, je vous ai mis ici une photo d'une maman avec son enfant. Donc, on imagine l'enfant qui a une réaction émotive très forte, puis le parent qui va jouer ce rôle de régulateur, de calmer l'enfant. Et donc, tout ça peut s'observer dans notre domaine au sein de réseaux entre les régions préfrontales du cerveau et l'amygdale. Un dernier exemple que je voulais vous montrer d'étude sur l'impact de l'environnement qui va influencer nos réactions émotives. C'est une étude d'un de nos chercheurs également qui a été publiée récemment dans la revue Science où ils ont analysé le cerveau, les réseaux du cerveau qui sont présents chez des participants qui ont été exposés aux attentats de Paris. Et donc, ce qu'ils ont observé, c'est que certains d'entre eux, suite à ces attentats, vont développer un stress post-traumatique, alors que d'autres n'ont donc une forme extrême d'anxiété, alors que d'autres ne vont pas développer, qui ont a priori subi les mêmes événements, ne vont pas développer ce type d'anxiété forte, ce type de stress post-traumatique très difficile à gérer pour les participants. Et ce qu'ils ont observé, c'est que dans le cerveau de ces participants fonctionnait différemment. Il y avait des activations différentes chez ceux qui avaient développé un stress post-traumatique par rapport à ceux qui n'en avaient pas. Et donc tout ça pose la question de la résilience dont on parlera tout à l'heure, mais c'est en guise d'introduction, où dans notre domaine, évidemment, on sait qu'il s'agit d'interactions complexes entre des prédispositions génétiques et des facteurs environnementaux, mais fort probablement l'environnement et notamment les interventions, pas uniquement thérapeutiques, mais aussi culturelles, et notamment le fait de pouvoir se représenter, de pouvoir conceptualiser à travers la culture, l'art, les métaphores, vont nous permettre petit à petit de gérer ces émotions et de nous permettre de nous adapter à ces situations de stress.
Alors, comment l'environnement peut-il nous aider? Alors, c'est ma dernière slide et c'est là que je me suis, enfin, c'est mon avant-dernière slide et c'est là que je me suis redirigée vers votre thématique environnementale. Mais comment l'environnement peut-il nous aider? Alors, dans notre domaine, laisser s'exprimer les émotions. On a trop souvent cru qu'il fallait atténuer les émotions. En fait, on se rend compte aujourd'hui que c'est extrêmement important, que ce soit pour l'individu, et on en parlera tout à l'heure, la société, de pouvoir exprimer les émotions et d'être à l'écoute de ces émotions. De mettre en place des interventions qui vont nous permettre de réguler ces émotions, et notamment l'accès à la connaissance, le fait de pouvoir envisager les questions complexes, de penser de façon systémique, de faire de l'éducation à l'empathie, donc c'est-à-dire au ressenti d'autrui, de donner des outils aux individus ou à la société en termes de communication, et notamment, je pense à la communication non violente, de permettre l'action, donc de permettre le pouvoir participatif, la co-création. Et enfin, je voulais terminer notamment avec la puissance de la métaphore au sens de la représentation conceptuelle, dont, selon certains chercheurs, serait la clé de voûte de tous nos systèmes de pensée. Et donc, il est important de développer, notamment à travers l'art, à travers la culture, et, une conceptualisation, une appropriation de ces représentations. Et cela me faisait penser notamment aux exemples des travaux de Boris Cyrulnik sur la résilience. Alors pour terminer, je voulais vous présenter, donc le vice-rectorat au développement durable n'est pas en place depuis très longtemps, cela fait environ 3 mois, mais déjà à l'université, on œuvre à ces questions. Il y avait évidemment toute une série de professeurs et de chercheurs qui œuvrent depuis longtemps à ces questions, mais ici, en tout cas au niveau institutionnel, on est en train de mettre en place toute une série d'élans, de projets en cette direction. Notamment, je voulais vous en présenter quelques-uns. Donc, le lancement d'un magazine participatif visant l'éducation à la complexité, donc qui va permettre d'affronter la complexité et la transversalité des questions sociétales complexes, notamment en matière climatique. Là, on a fait un appel au talent artistique des étudiants, et donc on voit comment on essaye de mêler justement l'art avec ces projets. Également la diffusion évidemment des savoirs sur la thématique de la durabilité, que ce soit à travers des cycles de conférences, et j'en profite pour remercier Edwin Zakai qui propose de poursuivre ces cycles de conférences, mais plutôt à une échelle aussi institutionnelle, et donc de permettre cette diffusion des savoirs. Évidemment, le travail sur l'intégration des notions de durabilité dans les enseignements, qui est un projet qui a été mis en place par le service environnement et mobilité de l'ULB depuis déjà quelques années. Et enfin, tout récemment, la mise en place, en tout cas la construction d'un projet de conseil étudiant au développement durable à l'université pour permettre justement cette co-construction, cette participation et l'expression des émotions au sujet de cette question. Voilà, donc je vous remercie et je laisse la parole. Merci beaucoup, merci infiniment. C'était très intéressant. Et merci aussi pour ces informations sur le vice-rectorat. Je crois que, en tout cas, mes étudiants seront très intéressés. Nous, on travaille aussi sur la complexité. Donc, c'est très intéressant. Et est-ce qu'il y a des questions de clarification? Oui, on me demande comment s'appelle ce magazine participatif de l'ULB. Alors, nous avons lancé récemment un avis à toute la communauté étudiante pour faire un appel au talent. Et donc, pour l'instant, le magazine est en création, donc le nom n'est pas encore dévoilé, mais on le fera dès que possible quand tout ça sera mis sur pied, parce que pour l'instant, il est vraiment à l'état de construction. Donc, on a fait un appel au talent, on a reçu énormément d'engouement de la part de la communauté étudiante. Plus d'une centaine d'étudiants se sont inscrits pour nous permettre pour faire part de leur volonté de contribuer à ce projet participatif, que ce soit à travers des talents artistiques de type dessin, mais évidemment journalistique, de toutes sortes. Et donc, on se réjouit vraiment de pouvoir voir naître ce projet prochainement. Et très rapidement, une deuxième question de clarification. Est-ce que la maman représente l'environnement du bébé dans l'exemple que vous avez donné? Tout à fait.
Donc, en fait, ici, en psychologie, évidemment, on a cette idée que l'individu interagit avec son environnement et en général, comme on s'intéresse, en tout cas dans mon domaine, à l'enfant, l'environnement va être le parent. Et donc, c'est là que je disais, je vous laisse faire la translation, évidemment, avec les sujets société et environnement qui nous concernent aujourd'hui. Merci beaucoup.